Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Alors, très spécialement cette semaine, va y avoir deux revues d'actualité. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'actualités à traiter. Du coup, j'ai scindé cette revue d'actualité en deux parties. Première partie, que celle que vous regardez ici, et une deuxième partie que vous pourriez voir demain. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour Je ne vous dis pas qui arrive en entretien ce dimanche, mais c'est un truc de fou furieux. Truc de fou furieux. Restez connectés, restez connected. Vous êtes sur la chaîne de Georges. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la foire du trône. Vous allez voir qu'une petite analyse psychologique des masses, des foules à la foire du trône. Et évidemment, on parlera des gens qui ne contractent pas. On va voir ce que ça dit de notre société. Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule. Il n'y en a pas d'autre. Malgré les on-dit. La seule et l'unique revue d'actualité. C'est parti. Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Est-ce que vous connaissez le Mordor? Est-ce que vous connaissez l'Apocalypse selon Saint Jean? Est-ce que vous connaissez les bombardements américains sur Bagdad? L'effondrement du système solaire? Un trou noir supermassif? Eh bien, sachez qu'il y a un endroit pire que tout ce que je viens de citer. Cet endroit, c'est la foire du trône de Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont vraiment de la chance, c'est la plus ancienne fête foraine en France, à proximité immédiate de Paris. Alors c'est marrant, je me suis renseigné. Vous pourrez sortir ça dans un date avec une meuf que vous n'allez pas niquer parce que vous pensez encore à votre ex. La foire du trône existe depuis le 9e siècle, sous le règne de Lothaire. À l'origine, c'est une foire commerciale, comme il y en avait beaucoup à l'époque, qu'on appelait la foire au pain d'épices. Pain d'épices. Bref, elle était organisée dans l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs, dans l'Est parisien. Progressivement, elle devient plus axée sur le divertissement. Et en 1965, la foire du trône est déplacée dans le bois de Vincennes. Parce que le bois de Vincennes permet d'accueillir beaucoup plus de personnes. Oh mais Georges, c'est marrant, pourquoi ce nom? Pourquoi le nom foire du trône? Eh bien parce qu'avant, elle était située place du trône, donc l'actuelle place de la nation, le trône étant un lieu d'exécution. Bon, et vous allez voir que ce funeste souvenir n'est pas sans lien avec ce que je vais vous dire. Parce que cette foire du trône, elle a fait récemment parler d'elle, et pour plusieurs raisons relativement mauvaises. Je vous mets les images et on en parle juste après. Il y a des gens, ils volent des pommes d'amour. Tu les vois, ils courent. Tu vois la police, ils courent derrière un mec avec une pomme d'amour en main. Les keufs, ils ont tiré au flashball. Ils ont tiré. Ils ont tiré. Voilà, donc cette foire du trône est devenue un enfer. Ce qui était un truc un peu festif est désormais la cible d'exactions de jeunes, jeunes. Donc on rapporte des vols à la tire, du harcèlement sexuel, des agressions diverses et variées, des bagarres générales. Le tout évidemment filmé, paramètre important, on y reviendra. Alors à la mairie de Paris, on est mal, on fait la gueule. On est mal parce qu'en 2007, un agent de la paix s'y est fait tuer. En 2010, on interdit les casques de moto qui sont utilisés comme arme de projection dans les bagarres. En 2019, ça va poignarder des riverains. Et plus récemment, en 2023, un policier est obligé de sortir son arme de service pour faire régner l'ordre. Et la mairie nous dit sur son site internet, elle nous dit avoir déployé toutes les forces nécessaires pour, je cite, garantir à toutes et à tous une expérience agréable et en toute sécurité. Une langue de bois, rarement égalée, le mec te suce, tu finis avec des échardes sur le gland. Et comment on peut analyser tout ça? C'est là pourquoi vous avez cliqué cette vidéo, c'est comment on peut analyser cette violence, comment on peut comprendre ce phénomène où un endroit paisible et agréable devient littéralement une fosse à merde géante. Parce que c'est évidemment pas un événement isolé. Parce qu'on constate la recrudescence de violence et de sauvagerie dans les piscines, dans les cinémas, dans les squares et partout où il y a plus de 2 personnes réunies. Et du coup, pour toi public, j'ai moi, Georges, analysé ces vidéos. Et j'ai analysé aussi les données qu'on a. Et je vais vous faire un petit résumé.
Déjà, ce qui caractérise ces endroits, en tout cas ce qui frappe, et c'est le cas de le dire, c'est l'ultra-violence et l'absence absolue d'empathie pour les autres que montrent ces jeunes. Ces gamins-là sont des gamins qui n'ont apparemment pas reçu ne serait-ce qu'un peu d'éducation. Ils n'ont pas développé la vertu, une vertu qui est cardinale dans une société moderne, à savoir l'empathie, pour paraphraser le grand pédopsychiatre Maurice Berger. Maurice Berger, il montre que grandir dans un espace sécurisé émotionnellement permet de développer l'empathie. A l'inverse, une mauvaise éducation, une éducation qu'on caractérise de brutale et désorganisée, ou même une absence d'éducation, entraîne l'incapacité pour ces jeunes-là à lire les émotions chez les autres. Et ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Thomas. Je disais que ces enfants-là proviennent, majoritairement, pas tous, mais majoritairement, proviennent de territoires qui font état des plus forts taux de violence conjugale. Le champion restant évidemment, vous l'avez deviné, la Seine-Saint-Denis. En fait, ces gamins-là qu'on voit sur les vidéos, ces gamins-là, apparemment, ils ne peuvent pas se mettre à la place des gens. Parce que tabasser un mec ou gueuler au cinéma, finalement, c'est la même dynamique. On pourrait dire qu'il y a un continuum, si on parlait un peu comme les sociologues. En criant, en parlant fort dans les transports en commun, en étant mal poli de manière générale, en étant casse-couille, ils montrent qu'ils sont parfaitement insensibles à notre bien-être, au bien-être des riverains. Et pourquoi ils sont insensibles ? Parce qu'ils ne peuvent pas se mettre à notre place. Ils ne voient pas en nous l'extension d'eux-mêmes. L'empathie, la compassion et tous ces sentiments-là, c'est finalement être capable de se reconnaître dans l'autre. Évidemment, pas d'empathie pour ceux qui ne leur ressemblent pas physiquement, donc nous, c'est évident, mais aussi pas d'empathie pour ce qui n'est pas dans le cercle tribal proche, comme dirait Maurice Berger, donc pas d'empathie pour ce qui est extérieur à la famille. Parce qu'on a beaucoup parlé récemment des rodéos urbains, mais les premières victimes de ces rodéos urbains, c'est les darons qui se cassent le cul au travail et qui se font réveiller à 4h du matin par des blaireaux qui montent leur motocyclette en Y, quand leur fille se fait pas percuter par ces mêmes motos. Et vous allez me dire, oui, Georges, alors, ouais, mais c'est toujours les mêmes. Donc le problème est culturel. Alors oui et non. Ça, c'est important qu'on y revienne là-dessus parce que c'est ce que j'ai justement appris en faisant mes recherches et en faisant cette vidéo, c'est que c'est beaucoup plus subtil que ça. En tout cas, dans les vidéos que j'ai analysées, c'est vrai que c'est toujours les mêmes profils, c'est toujours les mêmes qui cassent les couilles. Mais pourquoi ? Pourquoi c'est toujours les mêmes qui cassent les couilles ? Et pourquoi, dans ce qu'on peut appeler leur pays d'origine, il n'y a, sauf exception dans certains pays d'Afrique, il n'y a jamais ces scènes de sauvagerie et de décivilisation ? Selon moi, c'est parce qu'ils ont reçu une éducation qui ne fonctionne que dans des États qu'on pourrait dire autoritaires. En psychologie du développement éducatif, ce qu'on appelle un style éducatif autoritaire, qu'on oppose, petite histoire, au style permissif. En société, le style permissif repose sur le libre arbitre de chacun pour vivre paisiblement. En gros, dans nos sociétés, tu ne parles pas fort dans la rue et tu n'es pas invasif, non pas par peur de te faire tabasser par l'État, mais parce que tu te mets à la place de l'autre. Tu fais preuve de ce qu'on appelle de l'empathie, comme je le disais, et même plus loin, de la commisération. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais cette différence d'éducation, ça me fait penser à un sketch. J'ai l'impression que tous les humoristes, à une époque, dans les années 2010, ils avaient cette trend de sketch, à savoir, ouais, alors les Français, leurs parents, c'est vraiment des fiottes, alors que nous, nos parents, ils nous mettent des coups de babouche et des grandes tartes dans la gueule, grosse main plate du daron. J'en ai bouffé ce genre de sketch, mais accessoirement, force est de constater que c'est vous qui êtes mal adapté socialement aujourd'hui. Donc c'était peut-être pas la bonne méthode. Pour reprendre Maurice Berger, cette éducation, l'éducation qu'ils reçoivent, se base sur une peur, voire une terreur de la sanction. Sanction qui n'est pas comprise, qui est crainte. Les gamins sont terrifiés devant leurs darons. Donc la violence et la brutalité sont pour eux des moyens d'expression pour ces enfants-là. Et culturellement, la violence et la brutalité sont aussi des moyens d'expression pour les États d'où proviennent ces gens. Donc, quelque part, et c'est mon analyse, il y a une cohérence éducative et étatique, j'ai envie de dire. Et le problème, c'est que eux ont gardé ces méthodes d'éducation en France, alors que ce qu'on offre, nous, ce qu'offre la France comme éducation, c'est totalement l'inverse. Et ça en fait, selon moi, des enfants qui sont complètement inadaptés socialement.
L'État les surprotège, l'État les gave de subventions publiques et finalement les traite comme des enfants gâtés à qui on ne peut rien dire. Non mais attends, c'est pas de leur faute, c'est le social, les émeutes c'est le social, prends un petit billet. Donc ces gamins sont en complète dissonance cognitive et ça n'a rien de social. La pauvreté n'excuse pas la violence et la mauvaise éducation, sinon le Cantal et l'Ardèche seraient le département le plus criminogène de France. En les surprotégeant, on leur parle un langage qu'ils ne comprennent pas. Imaginez des scènes comme ce qu'on a pu voir à la Foire du Trône, au Maroc, en Algérie ou en Turquie. Mais les Condés seraient sortis avec des bâtons directs. Tant qu'on n'adaptera pas notre réponse pénale, politique et sociale au type de population qu'on a, on continuera à vivre ces situations qui seront fatalement de moins en moins gérables et de plus en plus violentes. Qu'on soit très clair, hein, je ne dis pas qu'il y a une bonne éducation et une mauvaise éducation. Je dis qu'il y a des éducations adaptées aux structures et aux réalités sociales des pays. Et la dissonance cognitive, vous allez comprendre, elle peut être inverse. Hein. Imaginez, on va prendre un exemple, imaginez un bobo qui éduque ses enfants avec des cours d'empathie et qui lui demande la permission avant de lui faire un câlin. Imaginez que ce bobo-là, son enfant, il va vivre au Sénégal ou en Algérie. Mais son gosse, il va être exposé à la violence de la police et il va être exposé à une forme de cruauté sociale auquel il n'est pas du tout adapté. Ça va devenir un autiste social incapable de comprendre ce que la société attend de lui et les rapports sociaux qui sont attendus de lui. Bah là, c'est pareil. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que dès lors qu'un événement arrive, à la Foire du Trône ou dans une piscine ou dans un cinéma, le premier réflexe qu'ont ces jeunes, ça n'est pas de séparer ou de faire ce qu'on pourrait appeler la médiation, c'est on sort le téléphone. On sort le téléphone et on filme. Donc on a une génération, je parle de la génération qui est née après les années 2004-2005, on a une génération qui est devenue un spectateur permanent de son environnement et qui est en recherche constante de buzz et d'actions fortes, ce que Bauman appelle la culture de la viralité. La viralité qui est l'inverse de l'apaisement puisqu'on favorise en permanence ce qui pourrait créer le buzz. Je rappelle que les 15-24 ans passent en moyenne 4 heures par jour sur leur téléphone et que les algorithmes dans ces téléphones fonctionnent par exposition graduelle de la violence, un peu plus violent et un peu plus sensationnel au fur et à mesure des vidéos qu'on regarde. Ce qui fait que des gens qui n'avaient déjà pas d'empathie par manque d'éducation, par une éducation qui ne favorise pas le développement de l'empathie, en ont encore moins par exposition répétée à la violence. Donc ça, c'est au niveau de l'individu. Mais c'est un phénomène qui est démultiplié par l'effet de foule. Alors on va pas ressortir les tartes à la crème sur la psychologie des foules, mais c'est prouvé depuis très longtemps que, et notamment par Gustave Le Bon dans la psychologie des foules, que les individus en groupe ont une perte de responsabilité personnelle et peuvent adopter des comportements violents qu'ils n'auraient jamais eu tout seuls, ce qu'on appelle la dilution de responsabilité. Et petit à petit, on n'a plus d'espace, nous, les autres personnes, on n'a plus d'espace où on peut, ce qu'on appelle flâner, des espaces qui sont préservés, non pas préserver de ces gens-là, mais préserver de la violence, de manière générale, de la violence que ces gens-là amènent littéralement partout où ils sont en surnombre. Les piscines deviennent invivables, les cinémas, j'en parle même pas, et les foires comme celle, la Foire du Trône ou même Disneyland Paris, Jacob Boulevard, le parc Astérix, c'est invivable. Et c'est paradoxalement cruel. C'est cruel parce que ça pénalise des gens qui sont parfois dans une précarité économique et qui n'ont pas les moyens d'avoir d'autres divertissements plus sécurisés et donc plus chers. Évidemment, les bourgeois sont très permissifs avec ces comportements qui détruisent le lien social, mais parce que ces bourgeois-là n'ont pas d'interaction avec ces gamins. Ils n'ont pas les mêmes divertissements, ils ne voient pas les mêmes films, ils ne traînent pas dans les mêmes quartiers, ils ont leur résidence sécurisée ou leurs épiceries à 80 € la cagette de fraises. Donc, ces bourgeois sont décisionnaires d'une situation qu'ils ne vivent pas. Alors, la deuxième actualité de la semaine, c'est une vidéo qui a fait un buzz monumental ce week-end. Je vous la mets et on en parle juste après. En minuscule, s'il vous plaît. Je n'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence. Bah oui, c'est une société depuis 1947. Et vous êtes aussi enregistré à la SEC Washington DC sous un numéro Guns & Brass Street qui appartient à Washington DC, ce qui fait de vous des mercenaires sur le sol français. En minuscule, s'il vous plaît.
On n'est pas des entreprises. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne On contracte ne pas. On rentre pas en contrat avec vous. Vous êtes une société, je ne rentre pas en contrat avec vous. Non, vous n'avez pas le droit Vous de toucher n'avez à la pas le droit voiture. à la voiture. C'est une voiture privée, vous pouvez appeler le procureur. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. C'est interdit. Interdit. Donc ils ont pris la carte de la Common Law courte et nous allons déposer plainte pour agressivité et tentation de dégrader notre Si vous voiture. Et c'est pas fini, hein. Il y en a beaucoup qui sont au courant de tout ça, hein. Bah allez-y, cassez, hein, je porte plainte. Allez. Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de casser. Un peu de contexte. On est sur l'autoroute et 2 personnes se font arrêter par la police pour un contrôle routier assez random. Sauf que les policiers sont pas tombés sur n'importe qui. Ils sont tombés sur la crème de ce qu'on appelle la complosphère. Ils sont tombés sur des êtres souverains. Donc ça commence à gueuler, les coups sont portés, mais surtout, on a plein d'indices sur qui sont ces gens dans la vidéo. Je vais vous décrire un peu la mouvance auquel ils font partie, et vous allez voir qu'on est un peu sur des champions du monde dans le domaine. Déjà, les mecs refusent qu'on écrive leur nom en majuscule. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des entreprises. Et cette théorie vient d'une théorie comme quoi, je cite, « il y aurait une conspiration juridique mondiale qui voudrait que quand une personne naît, une entreprise est produite par l'État à son nom. » C'est ce qu'on appelle la théorie de la fraude du nom légal. Donc c'est une espèce de théorie complotiste quasiment contractuelle où il suffit de se dire souverain pour ne pas contracter avec l'État. Il suffit de se dire souverain pour être libre. C'est pour ça qu'ils ne refusent pas le contrôle, ils ne contractent pas. Genre, ils ne passent pas de contrat avec l'État. Et je ne te parle pas du contrat, genre le contrat social, théorie politique, Rousseau ou compagnie. Là. On est sur un contrat passé par des entités sombres aux États-Unis. Sur l'échelle de l'adrénochrome, on est au-delà. Évidemment, ces gens-là refusent de payer leurs impôts et de se soumettre à la loi parce que souverains. Et vous allez voir qu'à la base de ce projet-là, l'impôt est très important. C'est évidemment pour ne pas payer d'impôts et pour faire des économies que ce mouvement est créé. Et en fait, cette théorie est assez récente en France, mais elle existe depuis très longtemps aux États-Unis et au Canada. Elle naît dans les années 60 et 70, enfin plus 70 et 80, et elle est marquée par le libertarisme américain, puisque les sovereign citizens refusent toutes institutions étatiques. Et parfois, le mouvement est carrément violent. Genre en 1995, un être souverain a été impliqué dans un attentat à Oklahoma City. Cet attentat, tenez-vous bien, il a fait 168 morts, dont 19 enfants et 600 blessés. Les 2 auteurs, Timothy McVeigh et Terry Nichols, étaient dans le délire être souverain, mais alors eux, plus marqués par le côté religieux. Et ils répondaient, ces gens-là, à un autre événement dramatique de 1993 où il y avait une confrontation entre la secte des Davidiens et l'État, cette confrontation qui avait fait 76 morts. Donc le rejet radical de l'État peut aussi amener à de la violence. L'internaute qui a fait buzzer la vidéo, Vincent Flibustier, rapporte que la secte est carrément devenue un business pour certaines personnes, avec des fausses lettres à envoyer, des faux papiers, enfin bref, toute une dynamique de création commerciale. En France, ça peut aussi aller très loin. On avait une personne, Alice Martin-Poiscal, fondatrice de One Nation, qui voulait créer un lieu de vie communautaire contre, je cite, Emmanuel de la famille Macron, l'être qui joue le rôle du président de la Société République Française. Il y avait une affaire un peu sombre en 2021 d'une mère membre de la secte qui avait kidnappé sa propre fille pour éviter ce qu'elle appelait un complot organisé par les services sociaux, enfin par l'entreprise services sociaux. Et alors vous allez me dire, oh mais Georges, c'est des gogoles, rien de plus. Alors non, et là, erreur. Enfin oui, c'est évidemment c'est pas les chips les plus aiguisés du couloir, certes, mais ils sont parfaitement représentatifs du comportement sectaire qui touche de plus en plus de gens. Déjà, leur complot, il est éminemment désocialisant, c'est-à-dire qu'ils se coupent progressivement de toute structure sociale pour ne vivre qu'entre eux, entre personnes convaincues. Ensuite, je ne sais pas si vous le remarquez, enfin, je crois que je suis un peu le seul à le remarquer, mais dans la vidéo, ils ont l'air parfaitement suffisants. On ne contracte pas. Et ça, c'est aussi une caractéristique du complotiste de base, c'est d'avoir un récit
complet qu'on ne réinterroge jamais sur la réalité et d'être très sûr de soi. C'est démontré par le spécialiste Gérald Bronner, le complot, il est doublement valorisant. Il est pour soi, vu qu'on est éveillé, on a une supériorité morale, et il l'est par ricochet parce qu'on méprise ce qui ne voit pas. C'est un sentiment de supériorité cognitive qui est renforcé par mon dernier point, à savoir les bulles de filtre. Pour écrire cette chronique, et parce que je l'avais un peu étudié dans mes études, je me suis renseigné sur ce mouvement-là, j'ai digué, et progressivement, on a commencé à me proposer des contenus un peu chelous. Genre, tu sais qu'on n'a jamais vu de photos de la Terre ronde ? Non, non, je dis ça, je dis rien, ok, comme par hasard. Et en fait, ça porte un nom, ça s'appelle les bulles de filtre. Ce concept, il est central dans les algorithmes des réseaux sociaux. Eli Pariser, donc le créateur du concept, le décrit comme un processus d'enfermement où l'individu n'est exposé qu'à des informations qui renforcent ses croyances préexistantes. À terme, le risque, c'est une isolation intellectuelle totale et en l'occurrence doublée d'une isolation sociale. On se coupe, on ne veut être qu'entre nous. On ne réinterroge pas via le débat ou via le dialogue ses propres croyances. C'est désormais votre moment préféré dans la semaine, c'est le moment d'avoir contractualisé avec la société Georges. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time! Abonne-toi, c'est important.